Euh, on va essayer de respecter à peu près les horaires et donc de commencer. Bonjour à ceux que je n'avais pas encore salués. Euh, pour échanger donc rapidement donc sur le programme que nous essayons de mettre en œuvre sur la PV Flect. Alors, euh, ce qu'on peut dire en guise d'introduction, c'est que il y a maintenant à peu près un an, donc l'Union européenne nous a interrogé, enfin a interrogé l'AfD sur son intérêt pour porter un appui aux questions de la PV Flect sur un certain nombre de pays. Et l'idée de l'Union européenne, c'était, et en particulier donc au sein de la commission donc de la division qui s'occupe des questions forestières et qui s'occupe de la PV, l'idée c'était d'essayer de soutenir un certain nombre de pays, faisant l'hypothèse que parmi l'ensemble des pays qui avaient signé des APV, il y en avait un certain nombre qui étaient plus particulièrement avancés que d'autres, et donc de se focaliser le programme d'appui sur ces pays. Donc, in fine, donc le programme porte sur 8 pays, alors extrêmement différents. Donc, un pays en Asie, donc c'est le Vietnam. 2 pays en Amérique latine et Amérique centrale, c'est le Guyana et le Honduras. Et 5 pays en Afrique, 2 dans le golfe de Guinée, c'est le Libéria et le Ghana, et puis 3 dans le bassin du Congo, qui sont donc le Cameroun, la RCA et la République du Congo. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la situation de ces pays en référence à l'état d'avancement du programme affiché par les accords de partenariat volontaire sont extrêmement différents, puisque on a certains pays pour lesquels l'accord n'a même pas encore été signé, ou vient juste d'être signé, en particulier donc, en Amérique latine et en Amérique centrale. Donc on est aux prémices du processus. Et puis à l'opposé de la chaîne, on a des pays qui sont considérés comme à peu près achevés en termes de processus de négociation et d'appui aux APV. C'est le cas du Ghana. Et dans une moindre mesure, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir, de la République du Congo. Donc on a un spectre très large d'état d'avancement de ces processus et donc effectivement une grande diversité de situations. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc, l'Union européenne nous avait demandé de focaliser le programme sur deux grands volets. Je suis désolé, je respecte absolument pas le PowerPoint, mais c'est pas très grave. Sur deux grands volets. Une première composante qu'on pourrait appeler institutionnelle, c'est-à-dire de soutenir en fait les États dans l'avancement du processus APV, et donc en particulier sur les activités qui leur sont spécifiques, en particulier donc les grilles de légalité et le processus de traçabilité, on pourra y revenir, bon, qui est un enjeu dans tous les pays concernés. La question de la traçabilité reste une question majeure. Donc ça, on va dire que c'est le volet institutionnel qui représente à peu près les 2/3 du volume des ressources qui peuvent être mobilisées sur ce programme. Et puis le tiers restant, qui est affecté en fait à l'appui à la société civile au sens large, c'est-à-dire que dans société civile, ce qu'on regroupe, ce sont les organisations de la société civile d'une part et le secteur privé d'autre part. Et puis, pour être un peu plus fin, au niveau des organisations de la société civile, les appuis portent aussi bien sur les organisations accréditées en termes de suivi et de contrôle que sur les organisations non accréditées qui sont impliquées dans le secteur forestier. Donc un programme assez ambitieux en termes géographiques, donc avec cette très grande diversité de pays,
ambitieux aussi en termes d'activités à mettre en œuvre, puisqu'on a des activités qui sont très régaliennes et puis d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, sociales, d'appui aux organisations. Voilà. Donc pour faire ça, on peut donner quelques chiffres, hein. En gros, on a sur l'ensemble des pays, on a à peu près une vingtaine de millions qui sont à répartir sur les 8 pays. Donc on a 2 ou 3 millions pour chacun de ces pays pour soutenir ces activités. Sachant que, et bon, on peut un petit peu insister là-dessus, que la consigne que nous a donnée l'Union européenne, c'est que compte tenu de la diversité et de la variabilité des situations, il n'y a pas de prorata par pays. Donc voilà, on va dire que les plus volontaristes, enfin les pays les plus volontaristes ou les plus enthousiastes porteront l'essentiel des activités. Et ça, c'est valable aussi bien sur la partie régalienne que sur la partie sociétale. Donc on peut faire l'hypothèse que certains pays en fait, seront moins dotés que d'autres selon l'état d'avancement du processus et le dialogue qu'on peut avoir avec les gouvernements concernés. Donc pour mettre en œuvre tout ça, donc on s'est organisé donc alors d'une part au sein de l'AFD dans une petite équipe qui est présente sur l'estrade, donc c'est Mathieu et moi, d'une part, et d'autre part, donc on s'est doté d'une expertise technique, donc qui nous aide en fait pour mettre en œuvre pour élaborer les activités prioritaires et d'autre part pour suivre ces activités. C'est une équipe qui est constituée donc de Nature Plus, donc Cécilia ici présente, et puis d'Ethic Wood, voilà, qui est associée à Nature Plus. Voilà. Donc voilà pour cadrer un petit peu l'ensemble du programme. Et donc la première activité qu'on a essayé de mettre en place, ça a été oui, j'ai oublié de citer EFI, c'est peut-être important de signaler qu'à côté du dialogue qu'on a avec les États concernés, on a un appui dans tous ces États d'ailleurs, de EFI qui est impliqué, comme vous le savez tous, de très longue date dans ce processus de négociation des APV et donc qui apporte son expertise pour travailler là-dessus. Donc le premier exercice auquel on s'est livré, c'était d'essayer pays par pays, d'essayer de voir un petit peu quelles pouvaient être les priorités à mettre en œuvre, compte tenu effectivement de notre capacité modeste, certes, à mobiliser de la ressource, et en particulier sur le programme, on va dire, institutionnel régalien, qui était finalement le plus facile, dans la mesure où il y avait quand même déjà beaucoup de choses qui avaient été faites, en particulier dans le cadre des CCM, et donc qui permettait effectivement de prioriser les actions à mettre en œuvre. Et puis dans un deuxième temps, on reviendra sur le volet plus social qui est un petit peu plus compliqué et qu'on a mis un peu au deuxième plan à ce stade. Donc aujourd'hui, effectivement, on a bien avancé sur cette priorisation des actions pays par pays. Et pour en faire une courte description, je vais laisser la parole à Mathieu. Donc, merci beaucoup. Le programme FAE-EU FLECT finira cette année et donc finalement ce projet vient faire la jonction et on travaille en bonne intelligence avec ce programme, peut-être avec lequel vous avez déjà travaillé pour garantir la pérennité de les appuis à la société civile et au secteur privé que ce programme avait mis en œuvre. Donc le pays le plus sur les 8 pays prioritaires de notre appui, le pays le plus avancé ou qui montre le plus de dynamisme dans la mise en œuvre de l'APV FLECT, c'est la République du Congo, qui rattrape certains retards qu'elle avait pris par rapport au Ghana, et donc fort de ce constat, donc on a déjà proposé un certain nombre d'appuis institutionnels à la République du Congo. Donc ça, c'est là où le programme va démarrer formellement, donc avec des appuis classiques de mise en œuvre des APV. Donc je ne vais pas tout vous décrire parce que ça ne va pas être très intéressant pour vous.
Mais juste pour vous situer les différents... En fait, on avance dans le programme en fonction de la possibilité et de la capacité du gouvernement et de l'administration en charge des forêts des pays à dynamiser la mise en œuvre de l'APV et à le mettre en œuvre. Donc il y a le Congo sur lequel on poursuit la mise en œuvre on appuie à la poursuite de la mise en œuvre de l'APV. Ensuite la République centrafricaine, avec quelques petits donc où nos appuis ont déjà été, enfin où Ethicwood et Nature Plus ont déjà identifié les appuis qui allaient pouvoir être conduits au niveau de l'institution, donc de l'administration en charge des forêts, avec le renforcement du bureau et du secrétariat technique, et au niveau de l'observation indépendante. Mais il est possible que le démarrage de ces activités prenne un petit peu plus de temps compte tenu de la situation politique en République centrafricaine. Au Libéria, on a également un plan d'action, mais bon là on est aux prémices de la mise en œuvre de l'APV, donc ça va pas. On est en train d'identifier les premiers appuis. Et donc, il y a un pays qui a démarré tard, qui n'est pas encore pourvu d'un accord de partenariat volontaire, qui le signera certainement en septembre ou en octobre, mais qui est un pays qui affiche une forte volonté d'avancer, avec un secteur forestier qui finalement pourrait d'une certaine manière se comparer au secteur forestier dans le pays d'Afrique centrale, au point de vue de sa taille, de l'importance de la forêt, donc 98% de couverts forestiers, pas beaucoup d'entreprises privées, enfin une essentiellement, et donc c'est le Guyana. Et donc sur le Guyana, finalement on va appuyer de manière parallèle à la République du Congo, donc le système national de traçabilité, le renforcement de la société civile et conduire une analyse de la contribution du secteur forestier aux conditions de vie des populations amérindiennes, puisque donc au Guyana, il y a un dialogue social entre les populations amérindiennes et le gouvernement qui est relativement important et source de conflits aussi. Voilà, donc je ne sais pas comment vous voulez qu'on s'organise. Peut-être on laisse juste une seconde, Cécilia, nous esquisser quelques mots sur l'appui qu'on est en train d'essayer de réfléchir à la société civile et au secteur privé, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on pourra éventuellement échanger si vous le souhaitez. Ok, merci. Donc effectivement, comme Christophe l'a déjà signalé, au niveau du projet, voilà, la coordination par Nature Plus et Ethicwood a commencé en début de cette année. On a priorisé d'abord la composante institutionnelle, parce que c'est un des grands parties du FLECT. Au niveau de l'appui à la société civile, on pense qu'un des facteurs très importants est l'observation indépendante des forêts. Et donc d'assurer, d'un côté, voilà, il y a plusieurs types d'observation des forêts, donc l'observation qui est mandatée et celle qui est faite par toute une série d'organisations. Donc l'approche qu'on a envie de développer, c'est d'avoir des formations et un peu une harmonisation des informations qui sont prises par ces ONG afin que les données puissent être utilisées et qu'ils aient une véritable valeur. Souvent, il y a des critiques. Quand il y a des petites failles au niveau de la prise d'information, au niveau du partage, ces ONG, du coup, sont critiquées. L'observation indépendante est considérée comme non crédible. Donc, pour nous, c'est quand même une base importante. Et on pense que les FLECT doivent vraiment s'appuyer sur une observation indépendante de la société civile qui soit forte et qui soit crédible d'un point de vue national et international. Donc, on est en train de travailler là-dessus principalement. Et dans une deuxième phase, on va travailler aussi avec les secteurs privés afin que toutes ces procédures législatives ne les laissent pas en arrière, surtout quand ça concerne les petits producteurs, pour assurer qu'ils soient capables d'assurer les standards de légalité qui vont être exigés par la mise en œuvre du FLECT. Voilà. And maybe, André, if you would like to reflect due to your long history with FLECT, and maybe would you have some recommendation to us for the conduct of the program? Merci Mathieu. Tout d'abord, je dois avouer que mon français est un peu faible, mais parce qu'il n'y a pas de traduction simultanée, en ce moment, je suis forcé de parler français. Je pense que le programme FLECT et APV était très important, pas maintenant au niveau de résultats, parce qu'il n'y a qu'un pays qui a un FLECT
certification, c'est Indonésie, mais par rapport à l'éducation, le développement de l'éducation, des systèmes de certification, de légalisation, etc., je pense que le programme APV est toujours important. Et on doit appuyer aussi ce programme, je pense. Je voudrais toucher sur le sujet de nouvelles régulations, c'est-à-dire en ce moment l'Union européenne est en train de développer une nouvelle régulation qui doit remplacer le RBUE. Et la position de certification FLEGT est totalement différente dans cette nouvelle régulation parce que maintenant, en ce moment, sous la régulation actuelle, FLEGT certification une fois faite sur l'Union européenne, mais sous la nouvelle régulation, il n'y a plus une fois faire pour FLEGT certifié avec FLEGT. Le FLEGT est toujours une preuve pour l'égalité, mais au niveau par rapport à dégradation et déforestation, on doit encore avoir documenté ce chose. Alors, FLEGT régulation sous la nouvelle régulation, non plus une fois faire. C'est dommage, je pense qu'on doit plaidoyer au niveau de commission de rester au niveau que le FLEGT certification a en ce moment. Non, je ne vais pas commenter ça tout de suite, mais effectivement, il y a une vraie question qui se pose sur la régulation, enfin sur le nouveau dispositif européen et le positionnement du bois sur ce nouveau règlement. Je voulais peut-être, avant de laisser la parole à la salle, profiter du fait que nous avions M. Tati dans la salle. Merci. Et oui, bien sûr. Et peut-être une réaction sur, puis on vous laissera la parole aussi, sur l'état d'avancement effectivement du processus et comment vous voyez un petit peu la situation en République du Congo et quelles perspectives ça offre pour vous. Merci Christophe, merci à tous. Bon, mais en fait, je confirme ce que vous avez commencé à dire. Déjà, hier, si vous avez bien suivi Madame la ministre, qui disait dans son discours que le Congo est l'un des rares pays à s'engager, en tout cas de façon volontaire, à la plupart des accords qui traitent des questions de forêt, climat. Et parmi lesquels, par exemple, l'APV FLEGT, donc initié par l'Union européenne, pour lequel le Congo a signé un accord avec cette institution européenne en 2010. Et l'accord est entré en vigueur en 2013. Et bien évidemment, il y a toujours quelques difficultés de démarrage, mais à partir de 2016, je crois que les choses se sont accélérées. D'un point de vue institutionnel, beaucoup de choses ont été faites, notamment la mise en place du secrétariat technique, du CCM, qui est une instance suprême, donc qui se réunit régulièrement tous les 6 mois pour faire le point de l'état d'avancement de ce processus au Congo. Nous avons à ce jour réussi à finaliser l'élaboration du système informatisé de vérification de la légalité. Donc, c'est un outil informatique qui est hébergé au niveau au data center du ministère des Finances pour nous permettre donc de documenter systématiquement toutes les informations liées au secteur forestier. Et le dispositif est en cours de déploiement. En principe, on se fixe aujourd'hui l'horizon de 2023, début 2023, pour pouvoir être en mesure de délivrer les premiers certificats. Bien évidemment, il y a encore quelque chose qui reste à mettre en place au niveau institutionnel, notamment peut-être je crois qu'il y avait un comité interministériel qui devait aider à la mobilisation des financements, mais ça c'est subsidiaire. Mais quoi qu'il en soit, pour le cœur même de l'APV, je pense que les choses avancent très bien. On a bénéficié de l'appui à l'époque, comment on l'appelait, enfin, l'Agence britannique de développement, devenue FCDO aujourd'hui, mais avant, je crois que c'était DFID, voilà. Donc, il y a eu un premier projet, je crois que pour lequel l'AFD a assuré le rôle d'agence fiduciaire, et il y a un deuxième actuellement. Directement par, je crois que c'est EFI qui assure le rôle d'agence fiduciaire, qui nous accompagne donc dans
l'implémentation de l'APV au niveau national. En tout cas, c'est ce que je peux dire pour l'essentiel, mais bien évidemment, on peut continuer à discuter dans les couloirs pour ceux qui voudraient bien en savoir plus. Merci. Merci beaucoup. On va compléter effectivement notre tour d'horizon sur la situation du FLECT dans le bassin du Congo, en profitant là de la présence d'Hervé Maïdou, donc au titre de la Comifac. Bon, quel est un petit peu ton point de vue sur l'état d'avancement du processus? Donc, comme je le disais, sur la région Comifac, on a aujourd'hui 3 pays qui sont impliqués dans l'appui qu'on apporte aux APV, donc le Cameroun, la République du Congo et la RCA, avec des situations très différentes, effectivement, comme on le disait. La République du Congo très avancée, la RCA beaucoup plus compliquée, enfin, avec des choses qui avancent, mais bon, une situation politique et institutionnelle qui est ce que tu en sais, mieux que tout le monde. Donc voilà. Et puis un Cameroun qui est une situation compliquée, difficile, avec une administration qui n'est pas la plus simple à faire bouger sur ces questions d'APV. Quel est on va dire l'état d'avancement vu du côté de la Comifac en fait sur ces questions des APV, et quelle perspective te semble-t-il ça offre pour les pays de la Comifac? Merci beaucoup Christophe. Satisfait et un peu déçu. Bon, je donne les raisons, les explications pour la satisfaction et pour la déception. Pour la satisfaction, je peux dire que lorsque j'étais en République centrafricaine, j'étais expert FLECT. Je travaillais d'abord pour un projet financé par l'AFD, qui est le PARPAF, et j'étais l'expert de la traçabilité. Nous avons été mobilisés pendant 2 ans pratiquement, depuis le processus de négociation jusqu'à la validation au niveau de l'Assemblée nationale, avec les négociations avec l'Union européenne. C'était un processus très qui nous a beaucoup concentrés. Je parle d'abord de la RCA, et qui malheureusement n'a pas été suivi. Voilà où il y a la déception un peu, avec le financement des projets en dimension réelle, où jusqu'à présent, depuis 2011, où l'Assemblée avait validé l'APV, on n'a pas eu un premier certificat jusqu'à aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, il y a eu beaucoup d'autres contextes qui ont provoqué cela, et on ne s'en veut pas, parce que voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 pays qui sont véritablement engagés. Pendant qu'on faisait les négociations avec Bruxelles, la RDC était partie pour signer son engagement. Je n'en sais rien jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Mais pour ces 3 pays, je crois que quand je travaillais, après que j'ai travaillé pour la RCA, on a travaillé avec Paulette, qui est du Congo, sur comment intégrer les bois en transit dans la fenêtre du CIGIF au Cameroun. C'est ça? Voilà. Et donc, moi, je trouve satisfait parce que c'est un processus qui était très intéressant et qui servait d'exemple pour la sous-région. Nous, de la RCA, on était allé au Cameroun, on était allé au Congo pour voir quels ont été les points forts, les points faibles, comment corriger les erreurs et tout. Mais je veux dire, c'était très bien, constructif, et ça a été fait avec tous les acteurs, aussi bien les industriels, la société civile que les États, mais concentrés pour le faire. Et c'est un bon produit qui, malheureusement, aujourd'hui, selon nous, au niveau de la Comifac, on voit que c'est en train d'être tombé pour un autre modèle de l'égalité. Bref, pour nous, au sein de la Comifac, nous pensons qu'il y a eu un laisser-aller à un moment donné. Même le problème qu'il y a au Cameroun, c'est dû au fait que le CIGIF qui a été mis en place devrait être dupliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails du problème de passation de marché qui a provoqué des soulèvements au niveau du Cameroun. Mais aujourd'hui, le ministre camerounais est en train de dire, nous avons un très bon outil que nous devons continuer avec. Il est hors de question de pouvoir laisser cet outil. Donc c'est un engagement très fort des États. Le Congo vient de le dire. La Centrafrique n'est pas là malheureusement. Mais je vois que j'étais allé là-bas en février, en Centrafrique, et ils sont en train de remettre en route avec la FAO et peut-être avec l'AFD, je n'en sais rien. Pour la sous-région, je pense que et la Banque mondiale s'ajoute en Centrafrique maintenant. Parce que de là où je venais, de là où je viens maintenant, c'était sur un projet de gouvernance
forêts et mines. Et nous devons intégrer également un financement en faveur de FLECTE pour travailler en harmonie avec ses partenaires. Pour moi, je pense que pour l'espace Comifac, c'est un outil qui est très intéressant et qu'on devrait continuer à voir. Pourquoi ne pas intégrer le Gabon? Puisque si la Guinée équatoriale elle est un pays un peu difficile aujourd'hui, la Guinée équatoriale est en train de toquer à la porte de Comifac et des partenaires pour dire ne nous abandonnez pas. Nous, on veut rentrer dans la bonne gouvernance. On a laissé trop le temps passer. Alors donc, je pense qu'il faut qu'on revoie un peu les choses pour avancer dans ce sens. C'est un produit qui a été bien conçu. Nous avons vu la nécessité parce qu'au moins la légalité est respectée. Et pour les problèmes de financement qui ont été évoqués ici, je pense qu'on a déjà franchi un grand cap en matière de légalité, puisqu'il y a même des auditeurs indépendants qui sont là dans FLECTE. Et ça nous aide pour la bonne gouvernance. Et donc, je pense aussi, quelque part, avec les efforts que vous êtes en train de faire, il faut avoir un dialogue entre vous, l'AFD et certains partenaires qui appuient ce processus, de pouvoir faire intégrer ces pays. Pourquoi pas? Le Gabon, j'en ai parlé. Est-ce que le Gabon est là? Non. Le Gabon est absent aujourd'hui. Ah. Bon, moi, je pense que c'est important. Étant donné que nous fonctionnons dans une communauté, dans une zone communautaire, et que nous voulons harmoniser les politiques forestières, que nous accordons sur un modèle qui est unique, il n'y a pas de raison où un pays sort tantôt pour aller chercher des financements à part. Bon, j'en profite pour dire ça parce que le Gabon n'est pas là. Attention qu'il me cogne derrière la tête. Hervé, tout est enregistré. Ok, bon, le Gabon est là. Nous souhaitons la bienvenue au Gabon et nous souhaitons que ces efforts que nous sommes en train de faire puissent converger vraiment dans la sous-région et que ça puisse apporter des solutions à des problèmes de gouvernance. Donc voilà mon avis sur cette question. Je fais un plaidoyer pour qu'on ouvre davantage et qu'on appuie davantage. Merci. Merci pour ce beau plaidoyer en faveur de l'intégration régionale. On n'en espérait pas moins de ta part. Merci beaucoup. Bon voilà, je pense qu'on peut ouvrir la parole à la salle si certains veulent s'exprimer. Excuse-moi, Christophe. On a peu de temps de discussion parce que le panel genre est un panel puissant et il est déjà dans la salle. Donc on se donne 5 minutes pour les interactions. Désolé. Et ensuite, bon... mais on peut prendre les questions des garçons et des filles. Oui. Alors on commence par un garçon. Désolé, désolé d'avoir le mauvais genre aujourd'hui. En fait, donc, tout à l'heure, on s'est interrogé sur un peu l'évolution des plans d'aménagement. Est-ce qu'on s'interroge aussi sur l'évolution des APV? Puisque, comme vous l'avez rappelé, l'objectif au départ était de délivrer des licences FLECTE, donc plus de 10 ans après. On n'a toujours pas de licence FLECTE en Afrique centrale. Donc on doit probablement s'interroger un peu sur les raisons de cette situation. Donc, et peut-être qu'il y a des choses qui sont à revoir, ce qui est un peu normal dans tout processus, que quand on le bâtit, on peut faire des erreurs. Est-ce qu'on s'interroge? Et est-ce que finalement, maintenant, l'objectif reste toujours de délivrer des licences FLECTE, surtout que maintenant, on nous dit que peut-être avec l'évolution des réglementations européennes, la licence FLECTE ne permettra peut-être même plus au bois de rentrer automatiquement sur le marché européen. Donc à ce moment-là, à quoi ça sert d'avoir une licence si ça ne permet pas de rentrer sur le marché européen? Non, effectivement, tu as tout à fait raison. On peut s'interroger effectivement sur la raison d'être demain de ces licences. Moi, je comprends effectivement que, comme ça a été dit, que le RBUE en fait va être intégré en fait dans la résolution plus globale de l'ensemble des commodités agricoles. Et donc va être remis en cause. Mais je comprends aussi que le processus d'attribution de licences, en particulier sur les pays les plus avancés, donc le Ghana, la République du Congo et probablement peut-être quelques autres, pèsera quelque part dans l'ensemble de la dynamique. Et si on veut essayer de lancer le débat, enfin bon, moi je vois au moins deux questions qui se posent de façon assez aiguë sur cette question du nouveau dispositif de régulation européen. C'est
D'une part, il affiche clairement une ambition de réduire non pas uniquement la déforestation, mais la dégradation forestière. Et la question est de savoir si nous sommes des éléments de dégradation forestière ou pas. C'est une question de définition, mais ça reste un enjeu majeur, hein, me semble-t-il, dans le futur. Et puis, le deuxième sujet qui me semble une véritable question, c'est la question du système de notation des pays et de la note qu'il sera attribuée aux pays du bassin du Congo dans le dispositif. On peut espérer qu'à ce titre-là, effectivement, les pays les plus avancés en termes de régulation bénéficieront d'une valeur ajoutée dans le classement. Mais c'est une question majeure qui se pose et vis-à-vis effectivement du dispositif qui avait été mis en place dans le FLECT. On laisse André, puis après je te donne la parole. Juste pour dire que la Fédération européenne, comme ATUBT, aussi EDTF, ont plaidoyé à la direction de l'Union européenne pour rester l'importance de FLECT comme il est en ce moment. Mais je ne sais pas où on réussit de faire ça. Non, mais c'est justement dans le même sens, c'est parce que la question a été vue lors de la COP 26, hein, il y a eu une sorte de front des pays déjà assez avancés, donc le Congo et les autres, qui ont eu à échanger là-dessus avec la délégation de l'Union européenne pour dire qu'est-ce qu'on faisait nous, qui avons quand même montré notre volonté d'aller plus loin dans ce process-là. Effectivement, ce plaidoyer a trouvé une oreille attentive du côté de l'Union européenne et qui effectivement devait prendre en compte ce qui a déjà été fait pour ne pas saper les efforts. Sinon, il y aurait de quoi décourager les autres pays qui postulent à s'engager dans ce processus. Voilà. Monsieur Nkewa a souhaité prendre la parole. Monsieur Ducastel, merci beaucoup. Juste pour revenir sur l'approche, au plus prompt, le bec le plus fourni. C'est peut-être une bonne stratégie, mais souvent, on arrive à des situations où les pays qui parfois ont des problèmes les plus acus bénéficient de moins de financement. Donc, il est toujours mieux, dans un tel processus, d'essayer de voir en fonction des situations de chaque pays, comment faire une répartition du budget. Alors, vous avez parlé des priorités justement des pays. Nature Plus a déjà commencé à travailler. Comment est-ce que les intérêts du secteur privé peuvent être pris en compte? Cet appui va concerner quoi? Si en République du Congo, les points de vue d'Uni-Congo, d'Uni-Bois ne sont pas pris en compte. En d'autres termes, si Nature Plus ne fait pas une concertation avec les bénéficiaires de ce programme. Voilà ma préoccupation. Merci. Cécilia, tu veux répondre ou... Moi, je peux répondre et après, si vous voulez compléter. Donc, effectivement, on a commencé. Donc, il faut savoir, on a commencé les programmes en début de cette année. Donc, on va par étapes, on va progressivement. Il est tout à fait prévu de consulter les secteurs privés avant de lancer. Donc, les processus FLECT, on en a parlé, un processus qui date pas de notre programme, ça date d'hier. Et notre idée n'est pas de recommencer les choses à zéro. Donc, il y a la FAO FLECT qui a appuyé un certain nombre d'initiatives. On va se baser là-dessus. Et on a prévu, au niveau du secteur privé, de vous consulter. Donc, moi, j'étais au Congo récemment, on avait eu un peu d'échanges. Et il est prévu qu'on vous contacte pour savoir quelles sont les priorités, en restant toujours orienté sur le fait que les programmes souhaitent donner un appui au secteur privé afin de permettre de respecter la légalité. Donc ça, effectivement, voilà, c'est ce qu'on a fait. On parlait du Guyana. C'est les missions de terrain, c'est les échanges avec les partenaires qui nous permettent d'identifier les priorités qu'ensuite on va financer. Et c'est la même approche qu'on va avoir partout. C'est juste qu'on avance progressivement, mais on va y arriver. Je ne sais pas si Mathieu ou Christophe, vous voulez compléter.
Merci. En tant que maître du temps, je me vois obligé de suspendre la session. Néanmoins, je voulais simplement vous faire part effectivement de l'enthousiasme qui est le mien, aussi bien sur la session précédente d'ailleurs que sur celle-ci. Et je constate avec plaisir que, en fait, on ouvre des portes à des sujets qui sont extrêmement vastes et avec des ambitions sur les sessions qu'on est bien évidemment incapable d'achever. Voilà, on a ouvert, me semble-t-il, quelques portes et merci pour cela aux uns et aux autres.